Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites. Tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je vous dis tout de suite, aujourd'hui il y a du vent. Aujourd'hui il y a du vent, donc j'espère que l'épisode va bien se passer et que vous allez m'entendre. Il y a un sacré vent. Mais aujourd'hui, c'est pas un épisode tout à fait comme les autres, parce que je vous amène dans un endroit très spécial, dans lequel je vais rentrer tout de suite. Comme vous le voyez, je franchis un portail. Un grand portail. Et en fait, aujourd'hui, je vous emmène dans le manoir d'Oussama Ammar, au domaine d'Ablon, en Normandie. Voilà. On va faire un petit tour. Je vais parler avec le micro le plus près possible de ma bouche en essayant de ne pas hurler. Pourquoi ? Parce qu'il est très tôt, comme vous le savez. Les tournages de Gambade et Gamberge, ça se tourne très tôt. Mais c'est surtout qu'il y a des gens qui dorment dans la maison, dans le manoir. Donc j'ai pas envie d'être le petit enfoiré qui réveille tout le monde. Vous allez voir, on va faire des petits tours de jardin. Je vais vous emmener à l'intérieur aussi parce qu'en fait il pleut un petit peu. Donc je vais pas trop pouvoir rester dehors. Mais on est, comme vous pouvez le voir, dans un endroit incroyable. Pour ceux qui ont la vidéo, on est face à une demeure, tout ce qu'il y a de plus féerique, dans un jardin qui a été fleuri par un joli printemps et puis un été qui est pas trop chaud pour l'instant ici. Je vais vous faire un petit tour et puis on va quand même suivre nos traditions, habituelles, discuter, etc. Donc j'espère que vous m'entendez correctement parce que j'ai pas envie de hurler. Je veux pas réveiller toute la maison. Écoutez, donc je suis arrivé hier pour rejoindre le copain Oussama. Le temps de 24 heures, histoire de se voir quand on en a l'occasion, parce que là, pendant la période estivale, ni lui ni moi ne sommes à Dubaï. Lui, il va bouger comme à son habitude énormément en Europe, en Asie, etc. Moi, je bouge avec des rayons de mouvement quand même beaucoup plus limités, mais quand même, ça bouge pas mal. Donc, quand on a l'occasion de se voir, on essaye d'optimiser. Donc, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans une bâtisse comme le domaine d'Ablon. Et donc, le domaine d'Ablon, si jamais vous connaissez pas, enfin, il y a de fortes chances que vous connaissiez pas, mais c'est un domaine hôtelier d'exception, 5 étoiles, qui a été complètement conçu, imaginé par un entrepreneur de légende qui s'appelle Christophe Delaune, qui est donc l'associé d'Oussama. Et ce domaine, c'est un ensemble de bâtiments dans une zone complètement isolée du monde, à l'écart, dans un endroit complètement féerique, comme je vous disais tout à l'heure. On peut le voir, hein, je vous emmène. J'essaie de vous montrer en même temps à l'arrière-plan des choses intéressantes, entre guillemets. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le domaine d'Ablon, même si je vais vous faire tourner un petit peu avec moi dedans, il y a une vidéo qu'on a tournée il y a un moment maintenant. C'était en hiver. Ici, avec Christophe Delaune, donc avec le créateur de cet endroit. C'est sur la chaîne YouTube d'Oussama. Donc vous allez sur la chaîne YouTube d'Oussama et ça doit s'appeler visite privée ou un truc comme ça du domaine d'Ablon, du manoir d'Oussama. Donc voilà, je vais tourner un petit peu. Donc il faut comprendre. Oula, là, je suis dans une zone où ça glisse méchamment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, je sais pas ce que vous voyez, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le manoir d'Oussama est dans le domaine d'Ablon, mais il est un petit peu à l'écart des autres bâtiments. En gros, tous les bâtiments sont à l'écart les uns des autres. C'est des petites maisons, des petites chaumières, c'est des pigeonniers, mais c'est des choses incroyables. Hein. C'est de l'hôtellerie 5 étoiles de luxe. Mais le manoir d'Oussama, il est quand même nettement à l'écart parce que c'est vraiment sa maison, même si il la propose bien sûr à la location le reste de l'année quand il n'est pas là. Alors on verra si on peut faire un tour dans les parties communes du reste du domaine tout à l'heure, mais je veux pas réveiller les clients, surtout que en ce moment le domaine est blindé et complètement rempli. Donc par respect pour cette clientèle qui évidemment met le prix pour être à la fois dans un lieu féerique mais aussi dans la tranquillité, on va y aller doucement. Donc là je marche extrêmement doucement parce que
Ça glisse, il a plu cette nuit. Donc, j'ai retrouvé le petit Ous. On a pu aller se balader sur Deauville hier. On a mangé avec le copain Julien Oanessian, qui est un entrepreneur, un artiste, un mec super de Deauville, un mec assez incroyable. C'était très très cool. C'est marrant parce qu'hier, du coup, je vous parlais de Steve Jobs. Hop, on va se baisser. Et là, on arrive, petite coupure, on arrive à la piscine. La piscine d'Oussama, qui est une piscine carrée. Donc, je vous parlais de Steve Jobs hier. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on s'est retrouvé avec Oussama dans le domaine, on a commencé à discuter. Et le premier truc sur lequel on s'est branché, c'est tout de suite le post que j'avais fait concernant Steve Jobs. Les trucs, je sais pas, j'avais mis 5 trucs que vous savez certainement pas sur Steve. Et du coup, c'était assez drôle. Parce qu'il était d'accord sur certains trucs, moi pas sur d'autres, etc. Et donc du coup, on a parlé pendant 2 heures de Steve Jobs. Et c'était assez intéressant. C'était très intéressant même d'avoir son point de vue. Et en fait, ce que j'ai compris sur Steve Jobs, et puis du coup grâce aux gens qui l'étudiaient énormément, c'est que c'est vraiment un entrepreneur qui est à part. Et d'ailleurs, c'est même pas... je suis pas sûr qu'entrepreneur, ce soit vraiment le terme le plus utile pour le qualifier. Je pense que c'est évidemment un mec qui a fait des affaires, un mec qui a entrepris, un mec qui a innové, etc. Mais c'est un créateur. Je sais pas trop comment le qualifier, un visionnaire, un créateur. Évidemment, ça a été un fondateur, un grand chef d'entreprise. Il a fondé Apple, il a fondé Pixar. C'est pas anodin. Mais ça va au-delà en fait du côté entrepreneurial, je pense. Il y a une espèce de génie, de vision. Et du coup, on parlait de ça, et puis on parlait du fait que dans le paysage actuel entrepreneurial français, en tout cas, des Steve Jobs en puissance, il y en a quand même pas beaucoup. Et quand on dit pas beaucoup, c'est qu'on veut dire qu'on n'en trouve pas. Alors je vous montre le manoir, comme ça vous le voyez depuis derrière moi là. Je sais pas si c'est... pour ceux qui n'ont pas la vidéo, ils vont se dire putain, il commence à nous gonfler avec ces je vous montre ci, je vous montre ça, mais c'est pour quand même que vous profitiez un petit peu, parce qu'on n'est pas tous les jours dans ce genre de cadre. Alors si vous entendez des petits bruits de temps en temps quand je marche, etc., c'est parce qu'il y a pas mal de, comme vous le voyez, il y a pas mal de petites fontaines ici, de petits points d'eau, de petits puits. C'est très vert, il y a de l'eau partout. Allez voir cette vidéo dont je vous ai parlé, vous verrez la qualité de conception et la beauté de l'imagination de Christophe et l'exigence qu'il a mis dans cette création, dans cette bâtisse. Et en plus de ça, c'est pas fini. C'est ça qui est assez incroyable avec ce domaine, c'est qu'il est tout le temps en train de grandir. Il est tout le temps en train de se développer. Et ça, c'est impressionnant, surtout quand on a la chance, comme moi, de passer régulièrement, mais avec quand même pas mal de temps qui passe entre 2 visites. On voit les évolutions. Moi, la dernière fois que je suis venu, c'était en plein hiver. Enfin, c'était à la fin de l'hiver. Et le jardin était évidemment un jardin d'hiver, donc pas de fleurs, pas de verdure et rien. Et là, c'est complètement majestueux. Vous voyez ce que je veux dire, il y en a partout, ça déborde, ça grimpe, ça descend, il y a des fleurs de partout, les couleurs. Enfin, c'est très très apaisant, c'est très agréable pour l'esprit. Donc revenons sur Steve Jobs. Le tout, c'est pas de dire ouais, mais du coup, il y en a eu qu'un seul. Tous les autres, c'est des tocards. C'est juste de dire, c'est vrai que ça manque en fait dans le paysage français quand on tombe un petit peu dans la potion magique de l'entrepreneuriat, du business, et qu'on commence à s'intéresser à toutes ces choses-là. On regarde, on est passionné, on veut apprendre à faire des affaires, on veut apprendre à développer un produit, rencontrer un marché, lever des fonds, scaler, etc. Machin. L'argent est omniprésent dans beaucoup de phases de réflexion, mais pour pas dire est omniprésent tout court. Et c'est, je pense, un des premiers trucs qui pose problème, c'est le côté trop porté sur l'argent, trop porté sur le fait que ce soit une manière de s'enrichir, et que le but ultime, c'est de faire de l'argent, c'est de faire du fric. Évidemment, c'est très bien, c'est super. Si vous faites une boîte à partir de rien et que vous pouvez la vendre 1 milliard, on va pas vous critiquer, hein. Vous serez parmi les rares personnes qui ont réussi cette prouesse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très présent, et on a un peu l'impression que c'est la seule fin. Et quand on s'intéresse au parcours de Steve, de tonton Steve, on se rend compte en fait que déjà au tout début, l'argent n'était pas là. Mais alors pas du tout. Et c'était une priorité de faire de l'argent, non pas pour en gagner, mais pour pouvoir faire respirer le projet.
vraiment l'argent considéré comme de l'oxygène, comme un carburant indispensable et absolument pas comme une fin en soi, absolument pas comme l'objectif en fait. Et ça jusqu'à la fin. Évidemment, vous allez dire, mais c'est facile de ne pas être focus sur l'argent quand on a fondé Apple et qu'on pèse plusieurs milliards, etc. Oui, c'est facile. Enfin, je ne sais pas vraiment si c'est facile, faites-le, puis vous me direz si c'est facile, mais il y a eu tellement d'années et tellement de décennies, puis comme on en discutait hier et comme ça me disait, Steve Jobs, il éclate tout quand il arrive à 50 ans, quoi. Avant ça, évidemment, il a eu des phases incroyables, des phases moins incroyables, mais il met vraiment le game à terre, entre guillemets, à partir de quand il a 50 piges. Et malheureusement pour lui, et ça c'est quelque chose qui est très triste, il n'a pas vécu très vieux, Steve Jobs. Donc les gens ont tendance à voir le résultat, le palier atteint à la fin, en pensant que toute la vie a été menée à hauteur de ce palier. En fait, ce palier, c'est juste l'arrivée. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans l'ambiance entrepreneuriale, il y a quand même une omniprésence du capital, une omniprésence du bénéfice à atteindre. Alors après, vous allez me dire, oui, mais enfin, une entreprise, c'est quand même le but. Oui, il n'y a pas de souci, mais si vous montez une entreprise qui vend des bouchons de bouteilles, bon, c'est votre plus beau droit et vous en faites bien, vous faites bien comme vous voulez. Attendez, je vous montre juste cette porte que je trouve assez incroyable. Je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas du tout la même forme, mais elle me fait penser à la porte de Bilbon Saké dans dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux. Je disais donc, si vous montez une entreprise qui vend des bouchons de bouteilles et que vous vous spécialisez dans les bouchons de bouteilles, en sachant que vous n'êtes pas l'entreprise qui a inventé les bouchons de bouteilles, hein. Vous arrivez 200 ans, 300, 400, 600 ans après le fait que, la naissance de cette technologie, technologie si on peut appeler ça comme ça. Bon bah c'est super, vous vendez des bouchons de bouteilles, vous avez trouvé un moyen de les concevoir moins cher que les autres, vous avez trouvé un moyen de les recycler, vous avez trouvé un argument, vous avez trouvé un truc. Mais en soi, vous avez surtout trouvé un moyen de faire de l'argent, de développer une activité, d'apporter éventuellement de la valeur à tous vos clients, parce que si ça marche, c'est que vous avez des clients, il n'y a pas d'autre solution. Mais vous voyez bien que vous n'avez pas un impact phénoménal sur les usages, sur le mode de consommation, sur le développement des technologies à l'intérieur des foyers, ou sur le développement des technologies à la pointe, parce que on peut parler de Steve Jobs qui fait rentrer... Steve Jobs et Stephen Wozniak qui font rentrer le micro-ordinateur, comme ils appelaient ça. Alors, vous avez vu la gueule des micro-ordinateurs. Aujourd'hui, on rigolerait de l'appellation micro, mais c'est comme ça qu'ils appelaient à l'époque les ordinateurs qui sortaient. Donc, c'est eux qui ont fait rentrer les, entre guillemets, micro-ordinateurs dans les foyers, dans les familles, dans les familles, dans les maisons des gens normaux, et qui les ont retirés petit à petit des griffes des gens qui étaient que à la pointe, des avertis, des passionnés, etc. Mais on peut aussi, en regardant par exemple Elon Musk qui va construire des fusées. Bon, vous vous doutez bien que des fusées, c'est adressé à un public très spécifique. Mais bon, peu importe ce que vous faites, il y a toujours des produits, des entreprises qui ont un impact. Attention, l'impact, il n'est pas forcément positif, hein. Le but, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Le but, c'est de dire avant ça, c'était différent. Il y a quelque chose qui a bougé. Le fait d'avoir fait rentrer les ordinateurs dans les maisons, dans les foyers, bah, mine de rien, avec tout ce qui a été développé après, hein, c'est pas juste Apple qui a révolutionné l'univers et qui a inventé le web, etc. Mais le fait de faire rentrer ces machines à l'intérieur des foyers, ça a eu un impact définitif. C'est-à-dire que ça n'a plus jamais été pareil une fois que ça a été fait. Et ça, c'est pas anodin. Et donc, ce qu'on disait quand on disait, bon, bah, il n'y a pas 30 000 Steve Jobs, et puis en France, on est quand même assez dépourvu d'entrepreneurs aussi inspirants, sans aller jusqu'à la hauteur de ce qu'ils ont fait. C'est juste de dire, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui prétendent vouloir avoir un impact phénoménal, mais on voit quand même assez peu de gens entreprendre de vrais projets pour avoir un impact à ce niveau-là. Attention, avoir un impact, c'est pas, encore une fois, positif. Déjà, parce que de toute façon, sinon, vous allez vous prendre dans la vase, dans les sables mouvants du virtue signaling, où tout le monde dit, non, mais moi, ce que je veux, c'est sauver la planète, c'est ceci, c'est cela. Donc déjà, vous êtes foutus. Mais c'est surtout que sinon, bah, ça va parler que d'écologie, que de machin, que d'énergie, d'économie, de trucs. Mais à ce moment-là, oui, mais ça devient un business à part entière, si vous voulez. Mais avoir un impact, c'est juste penser au mot impact dans sa tenue la plus rudimentaire en termes étymologiques. C'est impacter ce sur quoi on arrive. Et on parle du monde, on parle de la société. Donc impacter la société, c'est
changer quelque chose. Quand vous sortez, encore une fois, hein, j'ai rien contre les gens qui vendent des bouchons de bouteilles ou qui vendent des marque-pages ou qui vendent des roues de voiture, etc. Mais quand vous sortez ce type de produit-là, vous vous rendez bien compte que vous n'avez pas le moindre impact sur la société qui vous est contemporaine. Et en fait, c'est le cas de 99% des entreprises. Et c'est très bien, en fait. Parce que le but d'une entreprise, c'est pas d'avoir forcément un impact. Mais bref, je vais pas tergiverser là-dessus pendant 1000 heures, mais c'était intéressant de se dire, en fait, il y a un lien entre l'entrepreneur en tant que visionnaire et ce qu'il va délivrer comme onde de choc dans le monde des années, des décennies, pourquoi pas des siècles plus tard. Et ça, c'est vrai que c'est rare, unique. Et quand ça arrive, évidemment, ça vient avec son lot de bonnes choses, de mauvaises choses, etc. Steve Jobs, encore une fois, n'est pas du tout un saint. Et c'est pas parce qu'en ce moment, j'en parle beaucoup, parce que je suis en train d'étudier sa biographie, etc., que je vous dis que c'est le meilleur gars du monde, quoi. C'est juste, je vous dis, c'est quelqu'un qui a eu un impact, mais phénoménal. Donc, pour passer sur un autre sujet, c'est vrai que c'est un lieu aussi joli, c'est assez inspirant. Moi, là, je vais repartir. Je repars dans pas très longtemps pour me rendre à Lille, où je vais avoir le plaisir d'atterrir pour la seconde fois à la Rocket School, où je vais former donc une promotion de business développeurs en devenir, parce qu'ils sont déjà en train d'agir comme tels, donc on ne peut pas vraiment les appeler que seulement des futurs business, ils sont déjà des business développeurs, mais ils sont en train d'être formés, en train d'apprendre les rudiments du métier pour ensuite avoir l'occasion de les pratiquer dans une entreprise. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me touche beaucoup. Alors, l'enseignement, c'est pas nécessairement le bon mot, mais la pédagogie, le fait de transmettre, mais au-delà de juste transmettre, il y a le fait de rendre capable. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, vous voyez forcément la nuance, mais rendre capable, pour moi, c'est vraiment le plus important. C'est aller pas seulement délivrer la valeur, le savoir, l'information, etc., mais c'est aussi la délivrer d'une manière à pouvoir la rendre exploitable, déjà, et l'adapter à son destinataire. Alors évidemment, on ne peut pas toujours adapter de manière ultra individualisée. Quand on donne des cours particuliers, quand on a la chance de faire du coaching one-to-one avec des clients, de l'accompagnement, là, c'est un peu notre job de bien adapter ce qu'on vend, ce qu'on vend, mais c'est aussi ce qu'on enseigne à l'apprenant qui est en face. Quand on enseigne à un groupe, c'est tout un art de à la fois adapter ce qu'on enseigne, mais s'assurer que on n'est pas en train de trop l'adapter, de trop l'éclater en plusieurs manières, plusieurs façons différentes, parce qu'en fait, si on prend des risques de disperser la valeur du message, de disperser sa capacité à être exploitée, on fout l'initiative en l'air, et ça, c'est pas du tout une bonne chose. Donc, c'est hyper intéressant de voir ça avec un œil. Moi, je viens pas de là, je viens pas de la pédagogie, je suis pas enseignant, j'ai pas fait des études pour être enseignant, etc. Mais pour moi, celui qui enseigne, c'est celui qui a des choses à transmettre. Et je pense même que le fait d'enseigner quelque chose à quelqu'un d'autre, c'est la dernière étape pour maîtriser cette chose en question. Alors, je sais plus, c'est minus equal plus, je crois que c'est une expression comme ça où on dit que pour vraiment maîtriser quelque chose, un savoir. Alors, j'utilise mon verbatim, c'est peut-être pas le bon, mais pour dire qu'en gros, pour maîtriser une compétence, un domaine, un savoir ou ce que vous voulez, il vous faut 3 personnes. Il vous faut une personne qui est minus, donc moins, c'est-à-dire quelqu'un qui est en dessous de vous dans le savoir, entre guillemets. On va plutôt le prendre dans l'autre sens. Il vous faut déjà une personne plus, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus avancé que vous sur ce savoir, ce domaine, cette expertise, peu importe, avec qui vous allez vous entraîner, avec qui vous allez apprendre, en fait, plutôt. Donc ça va être descendant, c'est-à-dire vous allez recevoir du savoir, apprendre, pouvoir creuser, poser des questions, un peu comme un mentor, si vous voulez, ou un professeur, tout simplement, c'est l'enseignant. Il vous faut un equal, donc quelqu'un qui est votre égal, qui est au même niveau que vous. Et là, pour le coup, c'est plutôt avec cette personne-là que vous allez vous entraîner, que vous allez pratiquer, mais d'égal à égal, un petit peu comme
je sais pas, pour ceux qui pratiquent des sports de combat, par exemple, et quand vous allez vous entraîner, il y a différents grades dans certains arts martiaux, dans certains sports. En général, quand on travaille la technique, quand on s'entraîne au-delà du combat, on va s'entraîner pas que, mais on va s'entraîner majoritairement avec des gens de notre niveau et parfois avec des gens d'un niveau supérieur. D'ailleurs, c'est un très bon exemple, les sports de combat. C'est tout à fait l'incarnation de cette règle du minus equal plus. Donc, quelqu'un qui est votre égal, avec qui vous vous entraînez, et puis enfin quelqu'un qui est entre guillemets moins que vous, enfin minus, en dessous. Et là, c'est vous qui allez enfiler les bottes de l'enseignant, enfiler les bottes de celui qui transmet. Et c'est là où ça devient beau, parce que c'est une chaîne complète. Mais en fait, cette étape de transmettre vous-même à votre tour, c'est peut-être celle qui va sûrement, en tout cas c'est ce que je crois, entériner, enraciner le plus la connaissance en vous. Pour moi, le plus, la personne qui est au-dessus, donc qui vous est supérieur, qui vous transmet, c'est un peu comme quand vous cueillez un fruit. Vous voyez, vous récupérez la matière. L'entraînement, donc le légal, c'est la personne avec qui vous pratiquez, la personne avec qui vous développez. Je sais pas, c'est comme si c'est l'étape où vous apprenez à trier les fruits, à les nettoyer, à vérifier ceux qui sont bons, pas bons, etc. Et puis le minus, donc celui qui est en dessous de vous, entre guillemets, encore une fois, à qui vous allez vous-même transmettre, c'est comme si vous plantiez le fruit. Et du coup, c'est une chaîne complète. Et c'est ça que je trouve assez incroyable dans la connaissance, dans le savoir. Et je suis persuadé que de toute façon, alors ça ne veut rien dire là, ce que je vais vous sortir, mais l'humanité n'aura jamais assez de temps pour tout transmettre, pour tout se transmettre. Donc, enfin, c'est pas très bien tourné, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne transmet jamais trop. Voilà, c'est peut-être mieux tourné comme ça. On transmet jamais trop de savoir, trop de connaissances. On transmet beaucoup trop d'informations, je pense. En tout cas, on balance, on arrose, on éclabousse avec les autres avec beaucoup trop d'informations, et beaucoup trop d'informations, je pense, inutiles pour 99% d'entre elles. Mais ça, c'est mon point de vue. Par contre, on enseigne pas assez peu, mais en tout cas, on n'enseigne jamais trop. Donc voilà, et donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'aime pas trop le mot la formation, parce que au-delà d'aller faire un peu cette espèce de revendication bullshit de dire j'aime pas trop le terme former, prendre quelqu'un et le former, le déformer. Oui, bon, d'accord, ok. Si ça vous fait bander de jouer sur l'étymologie, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que formation, c'est un truc un peu trop solennel, un peu trop inhabité, si vous voulez. C'est vraiment, je passe par une formation et c'est comme si je vous mettais un coup de tampon, quoi. Je sais pas si vous voyez le côté un peu diplôme, formation. Ça me fait penser quand j'étais dans certains tafs. Il fallait qu'il y en ait un d'entre nous qui ait la formation secouriste, formation SSI, formation incendie, formation machin. C'est un peu, vous savez, des espèces de formalités. Voilà, cherchez le mot. Formalité, truc administratif, on met un coup de tampon. Ah bah lui, il a la formation Pokémon, il a la formation machin, il a la formation pour ouvrir le parasol. Truc pas très intéressant, je sais pas si vous le ressentez. Dans l'enseignement, alors évidemment, c'est un mot qui est valable en formation, mais moi, j'aime pas trop l'utiliser, c'est pas mon grand truc. Mais dans l'enseignement, plutôt que de former, de déformer, c'est plutôt moi j'aime le mot augmenter, je le sors un peu à toutes les sauces. Alors je sais pas trop si je l'ai utilisé beaucoup sur ce podcast-là, mais j'aime le mot augmenter. Augmenter les gens, alors leur savoir, leurs compétences, leur confiance en eux, leurs techniques, leurs atouts, tout ce que vous voulez. Mais c'est les augmenter, en fait, je pense que c'est le premier rôle d'un enseignant. C'est cette mentalité d'add-on, de penser à Matrix, penser au moment où Neo a besoin de comprendre comment se battre, comment éviter les balles ou comment ce que vous voulez. On le prend tel qu'il est. Ok ? On va rien lui enlever. On va pas le détruire, on va pas le... Enfin, dans mes souvenirs, ça fait un moment que j'ai pas vu le film, on va pas le réduire de quoi que ce soit, on va pas lui enlever quoi que ce soit. Par contre, on va lui rentrer une prise dans la gueule et on va lui ajouter des logiciels, on va lui ajouter des programmes qui vont l'augmenter, en fait, qui vont en faire un être plus développé qu'avant l'intervention. Et pour moi, c'est exactement ça la pédagogie, enfin pas la pédagogie, mais l'enseignement, c'est ça. C'est prendre un individu, et une fois que l'individu ressort d'entre vos griffes, entre guillemets, il est augmenté. Et donc si vous n'avez pas, je pense, cette volonté d'ajouter quelque chose qui va rester, hein, parce que si c'est pour foutre quelque chose dans la tête de vos élèves qui va disparaître au bout de quelques jours,
c'est pas utile. C'est comme les gens qui courent avec une casquette et que la casquette tombe. Si c'est ça votre enseignement, ça sert pas à grand chose. Je pense que je viens de faire la métaphore la plus éclatée depuis le début de ce podcast, mais c'est pas grave, il est tôt. On est en difficulté cérébrale, il faut l'assumer. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qui me passionne, la formation. Je pense me diriger de plus en plus vers ça. Et d'ailleurs, ça va me permettre de préciser quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose un peu plus en détail par rapport à ce que je fais, par rapport à mes projets et mon business. Donc je vous récupère à l'intérieur parce que là il s'est remis un petit peu à pleuvoir. J'espère que vous m'entendez correctement. J'essaie de parler très près du micro. Et en même temps, j'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que ça dort encore dans la maison. Donc là, comme vous l'avez vu, on vient de passer dans la cuisine. Magnifique cuisine que vous avez peut-être déjà vu passer dans certains épisodes de podcast. Parce qu'on a déjà tourné dedans. Là, on arrive dans le salon. Je ne vais pas vous faire une visite guidée. Mais je vais reprendre sur le propos que je tenais juste avant. Mais en même temps, ça va vous permet de découvrir un petit peu l'intérieur. Et on est vraiment, comme je vous dis, dans une maison magnifique, qui a été conçue avec l'attention du détail. On va se poser un petit peu je vais me poser un petit peu dans le salon. On a un grand salon qui est là. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais il y a une énorme bibliothèque qui va arriver et qui va parer tous les murs de ce salon. Donc ça va être assez magnifique, assez génial. Je vais me poser, c'est peut-être la première fois que je fais ça dans ce podcast. Alors quand je dis poser, c'est pas en mode vautrer avec un trépied, mais je vais rester un petit peu comme ça pour vous parler d'ici. J'espère que c'est pas horrible. Du coup, je vous parlais donc du côté pédagogique, du côté formation, qui moi est vraiment un sujet qui me passionne. Mon objectif en fait à long terme, je vous parlais de mon business d'accompagnement, de stratégie, de formation d'ailleurs, tout simplement, de business développeur. Tout ça, ça vient servir un grand projet, entre guillemets, plus important, plus vaste, justement d'essayer d'ajouter ma pierre à l'édifice au business. C'était un drôle de mot, mais au grand jeu de la formation, de la pédagogie, de l'enseignement. Et ça passe par pas mal de choses. Donc, pour vous donner un petit peu plus d'idées sur le sujet, sur le plan, moi, mon vrai objectif, c'est d'un jour avoir tellement pu observer des professionnels différents, mais des gens des apprenants différents, dans différents domaines, avec différents types de formation, avec différents types d'enseignement, différents types de pédagogie, d'avoir suffisamment eu de matière pour appliquer mes propres patterns, mes propres méthodes que j'ai déjà, si vous voulez, synthétiser, commencer à pratiquer, commencer à transmettre, etc. Mais il y a besoin de fond, il y a besoin de forme aussi, mais il y a aussi besoin d'accumuler du fond. Et ça, c'est vraiment mon objectif long terme. Alors, à long terme, ce ne sera pas que, évidemment, pour enseigner le business development. Ça serait dommage de se cantonner uniquement à un seul domaine, mais ça restera quand même central au début. Pourquoi ? Parce que je pourrais passer par 15 000 fenêtres ou portes différentes pour atteindre la pratique donc, de ce sujet, c'est-à-dire former des gens moi-même, participer à la formation de gens, de groupes et d'individualités, de personnes. Je pourrais utiliser plusieurs domaines, il y a des compétences variées, ça peut être le storytelling, ça peut être la discipline, ça peut être le tir, parce que je suis tireur, ça peut être le jonglage, mais ça c'est pas vrai parce que je suis pas du tout jongleur, et ça peut être la vente, et ça peut être le business development. Et du coup, entre la vente et le business development, qui sont quand même les deux sujets sur lesquels il y aurait le plus de matière et le plus de gens intéressés, et surtout des gens qui seraient prêts à mettre le prix en face d'un accompagnement d'une vraie qualité. La vente, si vous voulez, c'est pas que le business development, il y a personne et que la vente c'est saturé, mais la vente, on est dans une ère où c'est un peu tout et n'importe quoi. Tout le monde veut vous apprendre à closer, tout le monde veut vous apprendre à vendre, tout le monde vous explique que c'est ci, que c'est ça, que c'est de la psychologie, que c'est des chiffres, que c'est de la discipline, que c'est du mindset, que c'est du truc. La vente, c'est extrêmement complexe et c'est beaucoup plus, à mon sens en tout cas. Peut-être que je raconte que des conneries, mais c'est à vous, avec votre propre conscience, d'écouter ce que je dis et de vous dire avec votre opinion et pas avec l'avis de 80 personnes différentes, avec la vôtre, de vous dire est-ce que je suis d'accord ou pas. Mais la vente, c'est beaucoup trop vaste, varié, complexe, flou
pour se dire lui il apprend à vendre et lui il apprend pas à vendre, lui c'est un bon vendeur, lui c'était pas un bon vendeur. Je peux aller vous chercher un vendeur de véhicules utilitaires d'occasion qui travaillerait pour une sous-filiale de Peugeot, qui fait des chiffres monstrueux dans sa concession, monstrueux. Je vous le mets sur la vente d'un SaaS, donc d'un logiciel en ligne qui se vend à l'abonnement à 10,99 par mois, et là vous tomberiez sur des scores minables et totalement insuffisants. Et c'est pas juste de vous dire oui mais c'est normal, il est pas formé, il faudrait l'onboarder, il faudrait le former. Non, imaginez qu'il a été onboardé, formé, etc. C'est juste qu'on n'est pas fait pour vendre à tout le monde, on n'est pas fait pour vendre tous les produits, on n'est même pas fait pour vendre à toutes les phases de notre propre vie, et on n'est pas toujours habité par les mêmes convictions. C'est une question d'objectif, c'est une question d'alignement, mais c'est aussi une question d'être en mesure de comprendre le persona, etc., etc. Il y a un vrai sujet d'intérêt. Et puis, comme je vous dis, c'est pas permanent dans la vie de quelqu'un. Alors évidemment, il y a des talents qui se développent et qui restent, mais c'est pas parce que quelqu'un est bon vendeur quand il a 23 ans que dans 10 ans, on va revenir et il sera toujours bon vendeur. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai constaté. Vous savez, les vétérans, les mecs qui ont été sales 2 jours ou alors 1 an ou 2 ans dans leur boîte et puis qui sont passés manager, head of machin, voire CEO, associé, ce que vous voulez. La plupart d'entre eux, ils arrêtent de pratiquer le sales, ils vendent plus, et ça c'est une grave erreur pour moi. Maintenant, il y a des raisons du fait qu'ils arrêtent, je suis pas en train de les blâmer. Je peux vous garantir que vous venez 5, 6, 7 ans, 8 ans après qu'ils aient arrêté de pratiquer, ils savent plus rien vendre du tout. Ils vous font croire qu'ils savent toujours le faire, qu'ils sont toujours au top niveau, qu'ils savaient mieux faire d'ailleurs que vous, parce que vous êtes forcément moins bon qu'eux. Eux, ils ont connu la vraie époque à la dure, etc. Mais en réalité, ils sont plus vraiment capables. Maintenant, ça revient. C'est pas parce que ils ont perdu un peu la main qu'ils la retrouveront jamais. C'est pas ce que je dis. Mais il y a quand même un fond de vérité dans le fait que c'est quelque chose qui doit être maintenu. Donc bref, je vous disais, entre le business development et la vente, j'ai préféré le business development pour 2 raisons. La première, je viens de vous l'expliquer. Pour moi, la vente, c'est trop décousu. C'est trop dispersé dans différents domaines. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de domaines dans la vente, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que là, la phrase que je viens de vous dire, elle va en choquer peut-être plusieurs. C'est soit le business development, soit le sales, soit la vente. Normalement, si vous n'êtes pas endormi comme je le suis moi à moitié, il y en a qui ont dû tiquer, qui ont dû dire comment ça, la vente ou le business development, c'est pas la même chose. Le business development, c'est pas de la vente. Eh ben non, le business development, c'est pas de la vente. Et ça, alors c'est pas un débat, parce que moi, j'ai pas le temps de faire des débats, mais c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Mais bien sûr que si, le business development, c'est de la vente. Non, le business development, ce n'est pas de la vente. Si vous voulez, ça fait partie de l'énergie, comme le nom l'indique, de développer du chiffre d'affaires, de développer du business. Mais attendez, je vais essayer d'allumer cette magnifique lampe au-dessus du plan. Waouh, au-dessus de l'îlot central, qui est assez magnifique quand même. On peut pas le nier, cette cuisine. J'aimerais bien que ce soit la mienne, entre guillemets, toute l'année. Je ne vais pas vous le mentir. La première fois que je suis arrivé ici, j'étais complètement... Ous nous avait fait le plaisir de nous inviter avec ma femme pour les fêtes. Mais c'était juste merveilleux. Et en plus, la maison foisonnait. Il y avait plein de gens plus incroyables les uns que les autres. Et c'est magnifique. Et bref, donc tout ça pour revenir au choix. Pourquoi le business development ? Donc déjà, le business development n'est pas de la vente. Pourquoi je vous dis c'est pas de la vente ? C'est pas juste pour vous faire chier et dire quelque chose que les autres ne disent pas. C'est parce qu'en fait, déjà, il y a quelque chose de simple. La vente, c'est avoir quelqu'un en face de soi et, théoriquement, analyser cette personne et pousser le produit le plus adapté aux besoins de cette personne dans le but de générer du chiffre d'affaires. En face de soi, on a quelqu'un qui est consentant. C'est-à-dire que si vous pensez que vous vendez quoi que ce soit à des gens qui n'ont pas envie, si vous arrivez à le faire, c'est que vous usez de stratagèmes et de procédés qui sont, je pense, condamnables dans beaucoup de pays qui pratiquent les droits de l'homme. Mais c'est surtout qu'en fait, on est beaucoup plus dans un travail d'analyse, d'écoute, de proposition, puis évidemment de négociation, blablabla. Il y a plein de gens qui font cette énorme confusion, qui pensent que être un bon négociateur, c'est être un bon vendeur. La négociation est une discipline qui peut être pratiquée et avec beaucoup de tact et de brio dans la vente, mais la négociation, c'est pas de la vente. La négociation, c'est beaucoup plus de l'achat, contrairement à... Alors ça, il faut avoir pratiqué pour vous en rendre compte, mais quand vous êtes vendeur, vous ne négociez pas, vous
suivez la négociation, vous la subissez, c'est pas le bon mot, vous subissez rien du tout, mais si vous êtes le vendeur, théoriquement, dans votre plan idéal, la négociation n'existe pas. Si la négociation arrive sur la table, ça vient du côté de l'acheteur. Donc c'est beaucoup plus une discipline de l'achat, qui est un métier d'ailleurs, l'acheteur. Mais la vraie raison pour laquelle, donc bref, abrégeons sur ce point-là, le business development n'est pas de la vente. Et d'ailleurs, c'est ce que je répète à tous les business développeurs que je forme, si vous avez le malheur de vendre dans la moindre initiative, dans la moindre action, dans la moindre tâche de votre pratique quotidienne du métier de bizdev, vous allez forcément avoir de mauvais résultats. Encore une fois, il y a un cas à part que je reprécise systématiquement, c'est le cas des sales qui ont le cycle complet, donc les full cycle account executives, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans le startup game, c'est-à-dire des sales, des commerciaux qui doivent tout faire du début, c'est-à-dire de la toute première prospection jusqu'au closing, jusqu'au même au suivi du client. C'est le cas, ça existe dans pas mal d'entreprises. La première qui me vient à l'esprit comme ça, c'est Alan, mais beaucoup de PME françaises fonctionnent comme ça. Il y a même pas mal de startups qui ne suivent pas qui ne pratiquent pas le découpage du cycle commercial, donc avec d'abord de la. Il y a même des gens qui existent, qui sont avant les business développeurs. Alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais qui identifient les prospects potentiels. Ensuite, les business développeurs vont choisir les prospects potentiels qui vont aller démarcher, les démarches, etc., etc. Le job, c'est d'arriver à les mettre dans les agendas des accounts exécutifs, donc des commerciaux. Les accounts exécutifs viennent et essayent et là, pour le coup, pratiquent la vente. C'est-à-dire, bonjour madame, bonjour monsieur, asseyons-nous et discutons. Et à la fin, soit on se serre la main, soit on se dit au revoir. Et avant-dernière partie du full cycle, du cycle, ça va être les account managers. Donc, c'est les gens qui gèrent les clients une fois qu'ils sont clients, et bien une fois seulement. Donc, ils vont s'assurer que ça se passe bien, mais aussi s'assurer de renouveler quand il y a besoin de renouveler les contrats, de les augmenter évidemment si on peut, parce qu'on n'est pas que là pour rester passif. Une entreprise a besoin de croître et a besoin d'aller plus vite que les progrès externes et que les changements externes pour pouvoir survivre. Et puis, il y a une autre partie, mais là, on sort un petit peu du côté commercial, ce qu'on appelle les Customer Success Managers ou ce que vous voulez. C'est les gens qui s'assurent que les clients, quand vous proposez un produit, un outil, un truc comme ça, l'utilisent correctement. Mais eux, ils sont plus dans le côté formation de clients, care, etc. Enfin, c'est pas vraiment des commerciaux, même s'ils ont quand même un rôle d'accompagnement qui peut être vachement assimilé à du relationnel avec le client. Donc voilà, c'est un cycle complet. Je suis désolé de ne pas avoir pensé à le détailler plus tôt, mais c'est vrai que, à part les AE, donc les accounts exécutifs, donc les commerciaux qui font tout le cycle, ce qui existe, comme je vous dis, dans pas mal de boîtes, à part ça, qui sont des espèces de petites anomalies, il y a les commerciaux, et de l'autre côté, il y a les prospecteurs, il y a je sais pas comment on les appelle quand on les aime pas, mais les gens qui prospectent et les business développeurs. Je ressors un petit peu, j'espère pour votre plus grand plaisir. Il s'est arrêté de pleuvoir, donc comme le jour se lève un petit peu plus, j'ai un peu plus de lumière. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Donc voilà, j'avance. Vous commencez à me connaître. C'est cool parce qu'en fait, il y a des gens qui me font des retours et que j'embrasse. D'ailleurs, je peux pas citer tout le monde parce que j'ai une mémoire assez nulle quand j'ai des toutes petites touches avec les gens, mais après quand je commence à échanger avec eux, là, ça rentre. Mais il y a des gens qui m'ont fait le plaisir de me faire des retours sur LinkedIn, sur YouTube, en message privé. Et il y a toujours cette espèce de bienveillance qui dit non mais t'inquiète, quand tu digresses, c'est marrant, c'est intéressant, puis on a l'impression d'être avec toi et de comprendre pas mal de trucs. Donc ça fait plaisir, merci en tout cas pour ceux qui prennent le temps d'eux. J'adore aussi quand certains prennent le temps de me suggérer des thèmes. Vous voyez, là aujourd'hui je parle de la vente, enfin pas vraiment de la vente, mais de la prospection de mon business. Alors c'est venu par le sujet de la formation que je voulais aborder, mais ça c'est quelque chose qui m'a été suggéré justement par quelqu'un récemment dans mon inbox LinkedIn. Et que je remercie d'avoir pris le temps de m'envoyer ce message. Donc voilà, j'avance. Donc première raison de ne pas avoir choisi la vente, alors que c'est vraiment un domaine dans lequel j'ai la capacité à m'exprimer, la capacité à transmettre. C'est d'ailleurs ce que j'ai déjà fait. Avant de vraiment me spécialiser sur les bizdev, je formais un petit peu et au bizdev et aux sales, etc. Donc la première raison, c'est que pour moi la vente c'est trop flou, ça veut pas dire grand chose, c'est pas une vraie discipline, même si beaucoup seraient pas d'accord avec moi. Et puis c'est un peu trop un milieu de gourou, dans le sens, pas de gourou, mais de chacun sa paroisse, chacun son église, tout le monde raconte un peu n'importe quoi. Enfin voilà. Il y a déjà du monde, de toute façon, vous serez pas malheureux, vous trouverez ce qui vous va, et ce sera pas avec moi. En tout cas pas maintenant. Et deuxième raison, pour en venir au fait de pourquoi le business development particulièrement,
C'est une question, on va dire, pas de bon sens et pas de valeur et de pureté, de vertu, etc. C'est une question de justice, si j'ose dire. C'est un mot un peu trop prétentieux, mais si vous prenez un business développeur et que vous le mettez à côté d'un sales, évidemment, il y a 1000 exceptions. Celui qui a le plus besoin d'aide, ça reste quand même le business développeur. Dans 99,99% des cas, des boîtes et tout ce que vous voulez, vous m'avez vu certainement dans l'épisode précédent, légèrement m'emporter quand je parle des business développeurs et de leurs conditions en entreprise. C'est quelque chose qui, moi, me heurte un petit peu, hein, je ne vais pas vous mentir. D'ailleurs, ça fait partie du moteur qui me pousse à agir. Quand je dis qu'il a besoin d'aide, c'est pas qu'il est forcément en PLS, en train de crever sur la paille, en burn-out, etc. Ça peut arriver, malheureusement c'est horrible, mais ça arrive aussi largement aux sales et à n'importe quel autre job, je vous rassure. C'est juste que, déjà en termes de revenus, en théorie, à part dans certaines boîtes qui font un peu n'importe quoi, et ça existe malheureusement surtout en France, le sales, si vraiment il se tire dessus, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Il accumule un momentum qui risque d'être beaucoup plus payant sur le long terme dans le cas où il change d'entreprise, etc. etc. Enfin, pour moi, il y a beaucoup plus d'avantages à être sales. D'ailleurs, je l'ai été, et j'ai été les deux, donc je peux vous dire, même dans des boîtes un peu de merde, hein, c'est ça qui est assez incroyable. Donc, pour moi, le business developer, c'est celui qui a le plus besoin d'aide, et c'est celui qui, en théorie, parce que ça existe des gens qui ont été bizdev pendant 15 ans, mais c'est quand même extrêmement rare, en théorie, c'est celui qui a le plus de progression à faire et qui est en train d'amorcer, si vous voulez, son chemin vers potentiellement d'autres fonctions, d'autres types de boîtes, etc. Donc en fait, c'est celui qui peut-être a le besoin de plus d'impulsion et qui, vu qu'on est au départ de la course, entre guillemets, c'est en fait là où on peut faire toute la différence. Évidemment, vous pouvez aider quelqu'un qui est déjà dans la course depuis un moment. Il y a plein de moyens d'optimiser tout ça, mais quand vous êtes là au début et que vous donnez des bases extrêmement solides et puissantes à quelqu'un qui commence le combat, qui commence le cursus, pour moi, c'est à ce moment où vous avez le plus de chances d'avoir l'impact le plus fort sur la globalité de la course, sur sa destination, sur ses performances, vous appelez ça comme vous voulez. C'est quelque chose que je crois profondément. Et surtout, dernier petit point qui fait que le business development, pour moi, c'est le sujet sur lequel il faut amener de la valeur aux gens qui pratiquent ce métier, c'est parce qu'il n'y a pas de valeur indiscutable qui circule pour l'instant. Moi, quand je suis rentré dans ce métier-là, j'ai eu un réflexe que j'ai sur beaucoup de domaines différents, c'est que j'ai acheté à peu près tous les bouquins qui semblaient... Alors moi, je ne suis pas très avis Amazon, etc. C'est plus... je sais très bien que 90% des articles que je vais trouver qui parlent d'un bouquin ou quoi, c'est des articles de référencement ou des articles affiliés. Je ne suis pas débile. Mais la manière dont les gens parlent d'un livre, si je vois des éléments de langage qui reviennent en copier-coller, c'est pas compliqué, on est sur une campagne de pub. Mais quand je vois des gens qui prennent la peine de faire des vidéos, de faire des résumés qualitatifs et que je vois qu'il y a quand même un aspect un peu plébiscité, que le livre semble avoir fait l'unanimité sur certains points, j'y vais, en fait, je me le coltine, même comme je vous disais, excusez-moi, comme je vous disais dans un épisode précédent, je suis pas un grand lecteur, je suis pas un bon lecteur, mais en fait, si j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais aller me faire mal avec le sujet et je vais apprendre. Et donc, quand je suis tombé là-dedans, j'ai lu, une 30aine de bouquins, dont 25 en anglais, je pense. Les 30 bouquins, on aurait pu les résumer dans un e-book de 10 pages. Hein. D'ailleurs, tous mes potes qui sont un peu dans le LinkedIn game et compagnie, là, à chaque fois qu'on parle de ça et que je dis ça, ils disent pourquoi tu l'as pas fait, pourquoi t'as pas fait un... J'étais dans une autre dynamique, forcément, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le business development, sur la vente particulièrement, au-delà du business development aussi, mais c'est beaucoup de vent, hein. On va pas se raconter de bêtises, c'est beaucoup de... Il n'y a pas de grande valeur, il n'y a pas de grande technique, et ça c'est un gros problème, parce qu'en fait, il y a des choses qui devraient représenter de la valeur, il y a des techniques qui devraient être identifiées, il y a des patterns qui devraient être mis en avant, qui devraient être peut-être un petit peu mieux conceptualisés. Il y a des modèles des modèles mentaux, il y a plein de choses qu'on peut faire, plus de méthodos, bref, il y a énormément de progrès à faire dans cette discipline-là, et je trouve que pour l'instant, en tout cas sur le marché français, parce que même sur le marché anglophone, hein, c'est assez pauvre, hein, ça reste des métiers qui sont très peu considérés. Hein. Business developer, les gars, on n'est pas sur le truc qui fait rêver grand monde. Hein. Ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Ça fait pas rêver les gens qui pratiquent le truc, mais ça fait pas non plus rêver les autres. Donc... pour l'instant, dans la littérature, c'est assez pauvre.
Et il y a Oussama qui s'est réveillé dans la cuisine, en train de travailler. Donc voilà, donc je trouvais qu'il y avait assez peu de matière sur ces sujets-là. Donc ça va être pour moi un terreau plus fertile à aller développer du savoir, à aller développer de l'intelligence, à aller développer des méthodes, des armes, des atouts pour faire cranter les gens qui auraient besoin d'aide sur le sujet. Et voilà, donc c'est important. Pour moi, c'est très important de pouvoir le faire. Ça va pas être un épisode très long aujourd'hui, faut pas m'en vouloir, mais de toute façon, je crois que les 2 précédents sont assez longs. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire vos retours sur le sujet. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Alors, pas assez les gars, moi je vais pas pouvoir passer 3 heures en forêt. Mais enfin là je suis pas en forêt, mais vous avez compris. Mais si c'est trop long, peut-être qu'il y a un effort de montage à faire supplémentaire. Vous savez, moi je suis pas trop de l'école. D'ailleurs c'est marrant, on va partir en digression, ça va rajouter 5 minutes à l'épisode. Il y a un paradoxe, moi qui me fait toujours beaucoup rire. Vous savez, c'est les gens qui ont des grandes idées toutes faites sur ce qu'on devrait faire en business, ce qu'on devrait faire, ceux qui ont tout compris, vous savez, c'est ceux qui sortent des grandes phrases un peu fermées, parce que vous avez rien compris à l'entrepreneuriat, ils ont tout compris même s'ils ne font rien. On vous dit toujours, fais le truc comme tu as envie de le faire, et comme tu peux le faire, et basta, et tu déroules. Et on trouve que tous les mecs qui disent, je vous avais déjà dit ça dans un épisode précédent, mais c'est, moi je fais ça, je fais 0 montage, je fais 0 truc, je le balance tel quel, et si ça plaît pas, c'est pareil. Et tous ces gens, on crie au génie, on dit, oh là là. En général, on crie au génie quand c'est déjà des gens qui sont dans une posture, qui ont un accomplissement que l'audience admire ou que l'audience envie. On crie au génie, on dit mais il a tellement raison, mais c'est tellement ça qu'il faut faire. Et par contre, c'est les mêmes mecs et les mêmes nanas qui derrière, quand ils vont vous dire à vous ce que vous devez faire, ils vont vous dire non mais écoute le marché, écoute quand on te fait des retours, prends en compte les feedbacks, sois agile, sois capable du jour au lendemain d'itérer, d'AB tester un truc et de voir. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus sensé. Et parce que déjà, c'est beaucoup plus dur, en fait. C'est beaucoup plus dur de se dire, je vais essayer de modeler, de déformer, d'améliorer, d'optimiser ce que je fais à l'écoute de ce qu'on me donne comme retour, plutôt que de me dire, j'avance tout droit, et puis si ça passe, je serai un génie. Si ça passe pas, on pourra pas me reprocher de pas avoir fait le truc. Ouais, mais si tu veux vraiment que le truc, il marche, je te dis pas d'implémenter tous les retours dès que quelqu'un éternue. Mais moi, j'ai quand même la volonté que ce format, il aille dans le sens dans lequel moi j'ai envie de l'amener, mais aussi dans lequel on a envie de le voir arriver quand on l'apprécie, quand on fait partie de l'audience de ce petit podcast. Les gens qui prennent la peine de me faire leur retour, je les prends en compte. C'est pas parce que demain vous me dites Basile, je trouve que tu devrais parler avec l'accent marseillais ou que tu devrais mettre une casquette que je vais le faire. Maintenant, si vous me faites un retour et que ça m'interpelle, ça me remet en question et c'est quelque chose que j'attendais pas ou c'est quelque chose que moi-même j'avais peut-être pensé à faire, je vais, vous allez voir, à un moment donné, je vais essayer d'appliquer le changement. Donc, je sais plus pourquoi je parlais de ça, mais oui, faites-moi vos retours. Si les épisodes sont trop longs, il y a peut-être un effort ça peut être soit un effort de montage à faire, et c'est à moi de décider si c'est trop chronophage, pas chronophage, etc. C'est moi qui dis oui, qui dis non. Mais si je décide de le faire, je le testerai. Ou ça peut être un effort tout simplement au moment du tournage et de se limiter, de se mettre un timer et de dire voilà, tu coupes à tel time, à tel temps, parce que tu sais qu'avec tel temps, en dégraissant un petit peu, en coupant les moments où c'est un peu trop dans la longueur, t'arrives à 1 heure ou t'arrives à 50 minutes ou je sais pas. Donc c'est un peu à vous de me donner votre ressenti sur le temps qui serait idéal selon vous. Et évidemment, personne ne va être d'accord avec personne. Donc ce sera très très dur de dire quel feedback je vais implémenter. Mais pour terminer cet épisode qui j'espère sera pas trop court quand même, normalement ça va. Mais je pense que je vais avoir un peu plus d'1 heure d'image. Peut-être pas 1 heure, mais j'espère que ça va pas être trop court. Vraiment, ça commence à me faire stresser maintenant. Mais j'ai envie de vous respecter. J'ai pas envie que vous disiez putain le mec il back le truc. Croyez-moi, c'est juste parce que c'est ici que je peux pas tourner beaucoup. J'ai Ous qui vient de se lever. Il faut qu'on voit quelques trucs ensemble avant que je reprenne la route. Mais je voulais vous parler d'amis à moi dont je vous ai déjà parlé dans le podcast. Après vous avoir parlé de tout ce sujet de formation, de tout ce sujet d'enseignement, de pédagogie. Moi, vraiment, je sais que... Alors déjà, on va mettre quelque chose au point, tout de suite. Grâce à mes récentes activités, au fait que j'ai bougé à Dubaï, que j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai vraiment complètement switché de pensée et d'opinion sur les infopreneurs. Alors, attention, est infopreneur toute personne qui vend de l'information. On va pas pinailler plus loin. L'information, c'est un e-book d'une page, c'est une formation vidéo de 260 000 heures,
mais c'est aussi une formation hybride entre de la vidéo, du coaching en live, des bootcamps, etc. Peu importe. C'est quelqu'un qui vous vend du savoir, qui vous vend de l'information, de la formation aussi. Et c'est évidemment un métier où les gens peuvent décider de très bien faire le job. C'est aussi un métier où les gens peuvent décider de vous niquer complètement, comme dans tous les autres métiers, littéralement. C'est pas spécifiquement ce métier-là. C'est un métier qui a été détesté, qui a été complètement... je sais pas si vous entendez, mais il y a quelque chose qui se rapproche. J'ai entendu le bruit d'un animal, un animal de la faune locale, qui va arriver en pleine... je sais pas si cet animal veut être filmé, mais ça, c'est un autre sujet. Alors attention sous vos yeux ébahis. L'animal de la faune locale d'Ablon, le Oussama Hamar, voilà, qui va nous faire un salto vrillé dans la piscine, évidemment, comme tous les matins. Tu prends le vin, là? Ouais. C'est là où il y a le plus froid. Ouais. Vas-y, je vais couper tranquille. Donc ok, ça. Je vais faire des tours de la piscine. De toute façon, j'ai terminé. Mais C'était bien, t'as bien gambadé? Ouais, je suis resté autour du domaine. J'ai fait me casser la gueule 3 fois dans la petite pente. Et ouais. Et puis je suis passé dans la maison. C'est pas moi qui t'ai réveillé? Non, tranquille. Alors. Bon, écoutez, je pense qu'on a ce qu'il fallait. Je vais m'assurer que Oussama fasse bien ses 260 longueurs. Et non, ce que je voulais vous dire juste avant de terminer sur le sujet des formations, c'est que avant de vous faire une opinion un peu trop ferme, un peu trop catégorique sur le truc, essayez de vous exposer aux produits de ceux dont vous entendez parler en bien ou en mal. Mais moi, avant de rentrer vraiment dans cette espèce de petit groupe-là, j'avais pas compris qu'il y avait autant de boulot derrière. Et quand vous découvrez tout le boulot qui est abattu derrière dans la conception, l'organisation, la création du contenu, l'articulation, la distribution, vous vous rendez compte que déjà, c'est un métier qui peut largement générer le développement de structures qui sont des vraies boîtes, en fait, hein, où vraiment les gens ont besoin d'équipes dans tous les services classiques qu'on retrouve dans les boîtes traditionnelles. Mais c'est vraiment des boîtes qui développent des produits qui vont rester, qui vont avoir un impact et qui vont peut-être parfois être un peu plus intemporels que d'autres produits. Alors, évidemment, si je vous fais une formation sur les cryptos qui sont sortis le mois dernier, je sais que dans 25 ans, elle ne va pas vraiment être d'utilité. Mais il y a des formations qui ont été créées par des mecs il y a très très longtemps et qui sont toujours d'une immense actualité aujourd'hui. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, je vous parle de ça parce que récemment, donc comme je vous disais, j'ai pas mal découvert dans la vie privée des grands infopreneurs et des gens qui vraiment sont des vrais travailleurs, des gens qui créent énormément de valeur. Mais j'ai surtout des amis à moi qui font partie de ces gens qui bossent énormément sur le sujet. Donc ces amis-là, pour pas garder le mystère plus longtemps, donc c'est évidemment, attention, jingle, les frères Rivol. Donc premièrement, Thomas Rivol. Voilà, je sais que vous adorez ce jingle. Son frère Maxime et leur troisième larron, le troisième associé, Fabien Ferreira. Et j'ai eu la chance d'assister aux coulisses donc, de leur dernière formation qui est quand même, attention, une mise à jour de ce qu'ils faisaient déjà. Donc on n'est pas sur... ils n'arrivent pas les mecs, hein, ils sont pas nés hier soir, c'est pas des lapins de 6 semaines, ils étaient déjà dans le game il y a longtemps. Mais j'ai eu la chance d'assister donc du coup à ce travail-là, aux coulisses, à suivre un peu de près, de loin, en fonction de où j'étais, comment ils se sentaient, l'intensité du taf que ça représente, hein, parce qu'on parle d'heures et d'heures et d'heures de rush et d'heures de tournage et de création de slides et de voir, ok, est-ce que l'enchaînement est suffisant, est-ce que l'ingénierie pédagogique est au rendez-vous, etc. Et donc ils ont sorti une formation, la nouvelle version du Sales Lab, donc qui est leur formation, que je vous invite à aller vraiment découvrir. Donc passez par leur profil LinkedIn, vous tomberez dessus. Quoi qu'il arrive, alors je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'apport d'affaires, il n'y a pas de quoi que ce soit, de machin. C'est déjà, alors vous pouvez vous dire oui, mais c'est parce que c'est ses potes, ils parlent de leur formation. Non. J'en ai vu des formations légales, j'ai d'ailleurs dépensé moi-même de l'argent dans certaines formations pour voir, plutôt que de me faire une idée sur ce qu'on m'en disait. Eux, ils ont eu l'élégance et la gentillesse de me donner accès, évidemment, à toute leur formation pour que j'aille mettre mon sale nez, etc. C'est un des plus beaux travaux que j'ai jamais vu réalisé sur le sujet. Donc, n'hésitez surtout pas à... Si c'est pas votre objectif de vous payer ce genre de formation, etc., je vous dis pas faites-le, vous avez tort. Mais renseignez-vous quand même sur comment ça se passe, allez parler avec des gens qui ont eu la chance de suivre les programmes, etc. Parce que c'est, pour l'instant, je trouve triste la manière dont on considère le business de la formation, le business de l'enseignement. Encore une fois, tous les petits escrocs, tous les petits rigolos, toutes les petites enflures qui passent leur temps à vous arnaquer, qui passent leur temps à vendre du vide, il faut leur rentrer dedans, il faut le faire savoir, etc. Mais les gens sont toujours très à l'aise à être bêtes et à être le plus stupide et le plus économe en réflexion possible quand il s'agit de généraliser
et de taper sur la tronche et sur un label, sur une appellation très spécifique d'un métier. Et tous les gens qui vendent de l'information ne sont pas des enflures, ne sont pas des escrocs, mais d'ailleurs, la plupart ne le sont pas. Après, si demain vous achetez une formation qui ne fonctionne pas pour vous, c'est pas la peine de rentrer en guerre nécessairement avec la personne qui en est l'auteur. S'il n'y a pas de discussion, que c'est beaucoup trop, vide, il y a aucune pédagogie, etc. Bon, bah, c'est censé être indiscutable. S'il y a eu un problème entre l'entrepreneur et vous, là, ça relève de l'ordre individuel. Mais quand vous allez dans un restaurant étoilé Michelin, dont le chef a passé 20 ans dans les cuisines des plus grands, et que vous goûtez un plat de turbo qui vous plaît pas, vous n'allez pas écrire un article le lendemain, vous petite merde comme moi, du monde normal qui n'êtes pas critique gastronomique ou chef 3 étoiles. Hein. Évidemment, si vous êtes du métier et que vous avez une expertise transcendantale, et d'ailleurs, en général, ces gens-là s'expriment rarement négativement, oui, d'accord. Mais si vous êtes juste quelqu'un de normal comme moi, vous n'allez pas écrire le lendemain un article, appeler les huissiers, appeler la police, etc. Vous allez juste fermer votre gueule et vous allez vous rappeler que ce plat de turbo, vous ne l'avez pas aimé. Mais je suis sûr que plus tard dans votre vie, vous allez peut-être potentiellement regoûter un plat de ce chef-là ou regoûter un plat de turbo, etc. Faites pareil avec les gens qui prennent la peine de développer du business, de l'enseignement, de la formation. Quand vous tombez sur une formation, non pas qui est vide et qui vous arnaque, mais juste qui ne fonctionne pas avec vous, déjà, ça peut être hyper puissant pour vous de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous, ça n'a pas marché. Et surtout, n'allez pas... je veux dire, vous le ressentez quand vous suivez le format, quand vous suivez le contenu. Est-ce que la personne a travaillé ou est-ce qu'elle s'est juste... est-ce qu'elle a torché ça en 3 secondes 5, qu'elle vous a envoyé deux slides éclatés au sol ou pas? Donc s'il y a du travail derrière, respectez le travail. Faites pas du bashing par réflexe, par réaction. Posez-vous la question d'est-ce que c'est parce que ce type de formation n'est pas suffisamment dans la pratique ou parce que justement il n'y a pas assez de théorie ou parce que vous n'aimez pas tel ou tel format, mais posez-vous la question par rapport à vous, receveur, plutôt que de tout de suite attaquer le messager, de tout de suite attaquer le porteur du produit. Encore une fois, hein, vous allez voir tel film demain qui sort au cinéma, le film vous plaît pas, vous aimez pas la fin, vous aimez pas le début, vous aimez pas les effets spéciaux, vous aimez pas l'acteur principal, vous aimez pas la musique, vous n'allez pas écrire une lettre assassine au réalisateur, attaquer la famille du producteur en justice, etc. Agissez comme ça en fait sur tous les pans de votre vie. Et moi je vais vous dire pourquoi les gens attaquent les infopreneurs, même les meilleurs. Hein. C'est parce qu'en fait il y a une envie et il y a une espèce de sensation de jalousie et de se dire, on a un peu l'impression que c'est pas un vrai métier. Et de se dire mais attends, mais en quel honneur ces petits cons ils font de l'argent en vendant du vide? Et donc forcément quand vous succombez à la tentation, et ce qui est drôle c'est que des fois des gens ont déjà des très très mauvaises prédispositions et des très gros préjugés sur l'infoprenariat, sur les formations, ils cèdent quand même à l'achat, ils cèdent quand même à la tentation d'acheter un produit, et c'est presque pour confirmer leur opinion hyper négative. Et une fois qu'ils ont confirmé là, ils partent en guerre et ils peuvent pas s'empêcher de se comporter comme des sous-merdes sur YouTube et de commenter et de parler mal, etc. Mais le travail qui est développé pour sortir ce genre de produit-là, il est phénoménal. Je pense pas que vous vous en rendiez compte. Donc j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire au final, mais faites l'effort, allez essayer. Si vraiment c'est pas pour vous, déjà partez du principe que au minimum c'est 50%, au minimum à 50% c'est vous le problème. Au minimum à 50%, c'est que vous n'êtes peut-être pas fait pour ce format, vous n'êtes peut-être pas en adéquation avec la manière dont l'enseignement est proposé, et vous n'aimez peut-être pas tout simplement la gueule de la personne, mais n'agissez pas par jalousie et en fait, quand les gens sont jaloux et se comportent mal après avoir consommé ou avoir entendu parler d'un produit d'infoprenariat, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de travail derrière. Moi, je vous dis, il y a un travail qui est phénoménal. Et d'ailleurs, je pense que vous avez rarement travaillé autant qu'il est nécessaire de travailler pour pouvoir sortir ce type de produit. Voilà, donc essayez de rester respectable et digne dans vos comportements. Je ne vous fais pas la morale, mais je terminerai là-dessus. Et soyez beaucoup plus curieux sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce que je pense que les années vont passer et ce sujet va prendre une ampleur et deviendra de toute façon un business aussi gros que le consulting, aussi gros que tout ce que vous voulez. Et d'ici 10 ans, plus personne ne comprendra et n'aura de souvenir de tous ces gens qui s'offusquaient que l'infoprenariat soit un tel business, que des petits cons d'à peine 25 ans puissent faire de l'argent en vendant leur savoir alors qu'ils connaissent rien. Si, ils connaissent, ils ont travaillé et ils ont proposé un produit. Vous, qu'est-ce que vous avez fait à part parler ? Rien. Donc, on va s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon épisode. J'espère que ça vous a pas trop donné le tournis là, que je me balade, etc. Encore une fois, je vous fais un petit panorama de cette magnifique bâtisse. Peut-être qu'un jour, il y aura un autre épisode qui sera tourné là-dedans. Voilà.
Je vais aller travailler, je vous embrasse, exécuter des choses, vous connaissez la chanson. Et j'espère on se revoit très vite pour un prochain épisode. Salut. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.